enseignement fait. Messieurs les doyens de la faculté de médecine vétérinaire, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers amis. Mes premiers mots vont aux personnes qui m'ont proposé d'intervenir à l'inauguration de la salle Claude Bourdieu. Qu'il en soit tous, remercier du fond du cœur. Je souhaite aussi témoigner de reconnaissance au docteur Santiago Vega et à tous les professeurs de cette faculté de médecine vétérinaire qui m'ont constamment aidé. Merci beaucoup. La première école vétérinaire du monde a été fondée en France, à Lyon en 1761, immédiatement suivie de celle d'Alfond, près de Paris, en 1764. Tout était à l'initiative d'un avocat, écuyer royal, et puis vétérinaire français, honoré. Nous parlons de Claude Bourdieu. En conséquence, il y a 4 ans, l'année 2011, marque le 150e anniversaire de l'enseignement vétérinaire. En créant le premier établissement de formation, Bourdieu a inventé en même temps le métier de vétérinaire. C'est-à-dire, il a créé la profession des vétérinaires. L'année 2011 a été donc également le 250e anniversaire de la profession vétérinaire dans le monde. Mais le génie de Bourdieu alla plus loin. En effet, grâce à sa fructueuse collaboration avec les chirurgiens lyonnais, il fit aussi les premiers scientifiques à oser dire qu'en étudiant la biologie et la pathologie animale, on pourrait mieux comprendre celle de l'homme. L'année 2011 a été aussi le 250e anniversaire, première fête, des concepts de biopathologie comparée, sans lesquels la médecine moderne n'aura jamais vu de jour. Ainsi, c'est beaucoup plus que la création de la première école vétérinaire de France, en France. Le monde entier se joint à tous les vétérinaires français pour célébrer ou pour fêter la naissance de notre profession vétérinaire, qui a permis d'améliorer la santé de l'animal, mais aussi celle-là de l'homme. Depuis 250 ans, un monde, une santé. Mais aujourd'hui, chers étudiants, chères familles des étudiants, c'est le temps de l'histoire de la médecine vétérinaire. Voyons-nous plus en détail. Bourdieu du métier d'avocat lyonnais à celui d'écuyer du roi. Claude Bourdieu, avocat, écuyer du roi, et puis vétérinaire, né à Lyon le 27 mars 1712, mort le 3 janvier 1799. Né d'un riche commerçant, il était orphelin de père à 7 ans. Par l'effet des procès autour de l'héritage, Claude démarre dans la vie avec peine de moyens. Après avoir servi pendant 5 ans dans les mousquetaires, il ouvre un cabinet d'avocat à Lyon, mais il abandonne cette carrière après avoir gagné une cause qu'il estime injuste. Sa clientèle de haute bourgeoise et noblesse lyonnaise lui favorise ses projets professionnels. Il est considéré à bon droit comme l'immortel créateur en France des écoles vétérinaires. Bourdieu avait pris des goûts pour les chevaux en servant dans la cavalerie. Il étudiait tout ce qu'on savait alors d'art vétérinaire et apporta un sel tout particulier à l'étude de l'anatomie du cheval et des animaux domestiques. Il établit ainsi des analogies et des rapprochements entre les animaux et l'homme. Il combattit une foule de préjugés anciens et d'horreurs. Et les premières donnent à l'art vétérinaire une direction scientifique. Il fonda l'école vétérinaire de Lyon en 1761. Il était chef de l'académie de cette ville.
les billets de l'AVE, les billets du train, les tickets du train. Membre de l'Académie des sciences de Paris et commissaire général des Arabes. Claude Bourgelat est âgé de 28 ans en 1740 lorsqu'il obtient le diplôme d'Armagnac, grand écuyer de France, le brevet d'écuyer du roi et la direction de l'Académie d'équitation de Lyon. Il s'agissait alors d'une école où les jeunes nobles apprenaient l'art équestre et l'escrime, mais aussi les mathématiques, la musique et de bonnes matières. 4 ans plus tard, il publie son premier ouvrage, Le Nouveau Newcastle, au nouveau traité de cavalerie, géométrique, théorique et pratique. Cette publication originale et pédagogique présente une nouvelle approche de l'art équestre et lui confie rapidement une notoriété considérable. Certains n'hésitant pas à les proclamer leur premier écuyer d'Europe. Et nous pouvons ajouter les premiers vétérinaires du monde occidental. Au sein de l'Académie d'équitation, Bourgelat institue une école de maréchalerie. Elle a pour but de dispenser un enseignement sur l'art de faire correctement les chevaux, de soigner les maladies des pieds. Il mentionne déjà son désir de fonder un enseignement vétérinaire dans les premiers tomes de son second ouvrage paru en 1750, les éléments dipiatriques. Dans la préface, il écrit en effet « Ceux qui se destinent à cultiver l'hypiatrique n'acquerront jamais le degré suffisant d'instruction tant qu'on ne formera point d'établissement, qu'on n'oubliera pas d'école pour les instruire. » Son projet initial d'école vétérinaire échoue toutefois dans le cadre de l'Académie d'équitation, faute de soutien de la part des autorités municipales. Il lui faudra attendre l'arrivée en 1754 d'un nouvel intendant de la généralité de Lyon, Henri Léonard Bertin, pour que l'idée puisse reprendre son essor. Bourgelat, homme de science. Bourgelat participe activement à la vie des sciences de France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. La publication des éléments dipiatriques les hisse au premier rang des auteurs de l'époque dont il se démarque par une méthodologie scientifique remarquable. Il a acquis à la faveur de sa fréquentation des chirurgiens lyonnais avec lesquels il a revu l'anatomie du cheval en apprenant à disséquer avec eux. Grâce à cet ouvrage, il est nommé en 1752 membre correspondant de l'Académie des sciences de Paris. Diderot et d'Alembert lui proposent alors de collaborer à l'encyclopédie pour y rédiger désormais tous les articles qui concernent les manèges, la maréchalerie et les arts relatifs, après avoir corrigé les contributions des auteurs précédents. Il signe en 1755 le premier quelques de 150 articles. Claude Bourgelat, le fondateur de la profession vétérinaire, était aussi un ami d'Alembert et a écrit plus de la moitié des articles de l'encyclopédie concernant les chevaux, l'équitation, la maréchalerie, ainsi que la médecine et la chirurgie vétérinaire. Son œuvre permet à Bourgelat de sortir du cercle de ses relations lyonnaises. Il gagne ainsi notamment l'amitié et parfois même l'appui de Malesherbes et de Voltaire. Bourgelat et Henri Bertin, alors qu'il se trouvait en charge de l'intendance de la généralité de Lyon, de 1754 à 1757, Henri Léonard Bertin se lie d'une profonde amitié avec Bourgelat. Il lui apportera par la suite un puissant et indéfectible soutien. En 1761, le gouvernement de Louis XV
souhaitait encourager la lutte contre les maladies du bétail, la protection des pâturages, l'instruction des paysans. Bertin devient le promoteur des mouvements de réforme agricole engagés par les rois. Il propose en particulier la création d'une école vétérinaire à Lyon, dont la direction est confiée à Bourgella. Lyon a été la première à voir les jours en France. Créée en 1761 par Claude Bourgella, l'un des meilleurs écuyères d'Europe. En 1762, Louis XV confère à Bertin le titre de ministre d'État et lui ouvre l'accès au Conseil d'État du roi. 2 ans plus tard, un arrêt royal désigne Bourgella comme directeur et inspecteur général de l'école vétérinaire de Lyon et de toutes les écoles vétérinaires établies, et a établi dans les royaumes, puis comme commissaire général des arts du royaume. Claude Bourgella dirigeait depuis 20 ans l'Académie du roi établie à Lyon. Dans cet établissement sont enseignées l'équitation, les armes, mais aussi la musique et les mathématiques. À force de dissuasion, il finira par Bertin en contrôleur général des finances. Ce dernier lui accordera finalement une subvention pour créer le premier établissement vétérinaire à Lyon. En février 1762, l'école de la guillotière voit le jour. Elle fait suite à un arrêt du Conseil d'État du roi en date 4 août 1761. Claude Bourgella sera également à l'initiative de l'école d'Alfort, un banlieue parisien dont la date de création remontait à 1765. Claude Bourgella est un passionné d'anatomie et de pathologie équine. Il réfléchit donc tout naturellement à la création d'un enseignement vétérinaire ayant pour but de soigner, préserver et d'améliorer l'espèce chéraline, mais aussi de protéger le bétail des épidémies dont il est à l'époque victime. En 1765, Bertin favorise encore la création de l'école d'Alfort et apparaît donc bien comme le cofondateur de la profession vétérinaire. La naissance de l'école. Pendant son séjour à Lyon, Bertin avait été convaincu par Bourgella du bien fondé de la création à Lyon d'une école vétérinaire. En juillet 1761, il soumet d'abord le projet à la Michonnière, son successeur à l'intendance de la Généralité, qui émet un avis favorable. Puis, à la faveur de ses hautes fonctions, il s'en fait l'avocat auprès de Louis XV. Le 4 août de 1761, un arrêt du Conseil d'État du roi autorise Bourgella à ouvrir une école où l'on enseignerait publiquement les principes et les méthodes de réduire les maladies des bestiaux. Il accueille ses premiers élèves en février de 1762. Bourgella, inquiet pour l'avenir financier de son établissement, souhaitait alors qu'elle le bénéfice d'une reconnaissance encore plus officielle. Bertin attend cependant que l'école commence à faire la preuve de son efficacité. Convaincu par les premiers succès obtenus sur le terrain par les brigades d'élèves, dans la lutte contre les épizooties, il démarche au roi, il demande au roi d'accorder à Bourgella une nouvelle marque de confiance. Le 3 juin 1764, un nouvel arrêt du Conseil d'État du roi confère à l'établissement lyonnais le titre d'école royale vétérinaire. Elle sera plus tard impériale avant de devenir nationale. L'école vétérinaire de Paris, ultime création de Bourgella. Pour Bertin, la fondation de l'école de Lyon ne constitue qu'une étape dans son projet d'assainissement de l'élevage français. Bourgella nourrissait aussi l'espoir de multiplier les écoles vétérinaires dans les provinces de France, mais rêvait également que son expérience franchisse les frontières.
en 1765, il reçut l'ordre de Baratin de créer une école à Paris. Elle s'installa al fort à la confluence de la Marne et de la Seine. Le domaine comprenait un château ainsi que ses dépendances, le tout placé dans un parc de 10 hectares. Il fut aménagé par l'architecte Soufflot. L'école cadette ouvre ses portes en octobre de 1766 et Honoré Fragonard en devient le premier directeur, tandis que Bourriela veillait comme inspecteur général des écoles vétérinaires sur ses créations. Cette école accueillait des élèves venus de toute l'Europe. Et dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, 14 écoles vétérinaires sont fondées en Europe sur les modèles français. Une référence dans le monde entier. Rapidement, la première école a attiré des élèves étrangers. Elle est devenue la référence en matière de médecine vétérinaire et baptisée École royale vétérinaire en 1764. Lyon, doyen et maire des écoles vétérinaires du monde. C'est à Lyon, puis à Alfort, que furent formés tous les fondateurs des écoles vétérinaires européennes. Au cours de la fin du XVIIIe siècle, soit des Français qui s'expatrient, soit des étrangers missionnés pour venir y apprendre les fondements du nouvel art vétérinaire, de la médecine vétérinaire. Plus tard, des descendants plus lointains de Bourgela allèrent créer les premières écoles des autres continents, souvent des zones d'influence de ce pays. Bourgela, inventeur de la pathologie comparée. Un moment, s'il vous plaît. Près d'un siècle avant que Rayer ne fonde la pathologie comparée, Bourgela, éclairé par la pensée des naturalistes de son époque, est inspiré par la collaboration avec les chirurgiens lyonnais, avait déjà jeté les bases des concepts modernes de biopathologie comparée. Des citations de son testament philosophique, le règlement pour les écoles royales vétérinaires à Paris, 200 avant de sa mort, en 1797, suffisent à le démontrer. Dit Bourgela, les portes de nos écoles sont ouvertes à tous ceux qui, chargés par l'État de veiller à la conservation des hommes, auront acquis par les noms qu'ils se seront faits les droits d'y venir interroger la nature, chercher des analogies et vérifier les idées dont la confirmation peut être utile à l'espèce humaine. Nous avons connu l'intimité des rapports qui existent entre la machine humaine et la machine animale. Rapports qui sont tels que l'une et l'autre médecine s'éclaireront et se perfectionneront mutuellement lorsque, renonçant à un ridicule et funeste préjugé, on cessera d'apprendre de se dégrader et de s'avélir en considérant la nature des animaux comme si c'était même une nature. Et le vrai n'était pas toujours et partout digne de recherche de quiconque sait observer et penser. Bourgela, précurseur de l'éthique professionnelle, sans avoir jamais enseigné ni pratiqué lui-même, Bourgela se consacre à l'administration des écoles vétérinaires, juste dans les moindres détails. Il rédigea notamment de nombreux textes réglementaires. La bonne moralité des élèves représentait pour lui une priorité. Il souhaitait en faire des hommes honnêtes et instruits et souligner dans les biens que les pays pouvaient ainsi attendre. Bourgela, l'humaniste, membre correspondant de l'Académie des sciences de Paris, rédacteur de l'encyclopédie, sincère inspecteur de la librairie de Lyon, Bourgela
c'est le nom des filles. Bouyela n'a pas seulement acquis l'estime et l'amitié d'un grand homme politique comme Bertin, le ministre Bertin, et de grands penseurs comme Malesherbes, Diderot, d'Alembert et Voltaire, grâce à sa valeur scientifique. Il est très profondément imprégné des valeurs des grands courants d'idées des 11 siècles. Dans chacune de ses publications, on trouve des réflexions qui vont bien au-delà des préoccupations techniques et médicales et qui marquent sa quête de la vérité. À son décès, le 3 janvier 1999, Claude Bourgelat est justement reconnu comme un visionnaire bienfaiteur de l'humanité. Toutefois, son nom demeure largement méconnu malgré son génie scientifique. Malgré son génie scientifique d'avant-garde, mis au service des sciences vétérinaires, très liées à celles de la médecine humaine. Germain de Bouyela. Le serment de Bouyela est au vétérinaire ce que le serment d'Hippocratique est au médecin. Aujourd'hui, tout vétérinaire qui entre dans une vie active, libérale, rajoute ce serment. Je promets et je jure devant le Conseil de l'ordre des vétérinaires de conformer ma conduite professionnelle aux règles prescrites par les codes de déontologie et d'en observer en toutes circonstances les principes de correction et de droiture. J'ai fait le serment d'avoir à tout moment et en tout lieu le souci constant de la dignité et de l'honneur de la profession vétérinaire. Donner le nom de Claude Bourgelat à une salle, honneur au staff académique de cette université, spécialement aux professeurs et le staff administratif de la faculté de médecine vétérinaire de Valence. Bon, j'ai fini. Aujourd'hui, je désire féliciter tous les responsables de cette bonne idée. Mes félicitations. Merci de votre attention.